Voilà. Parfait. Il est en train d'enregistrer, je pense. Ouais. Le segnale, ecco, così. Bonjour Reda, je suis très content, très heureux de te retrouver virtuellement et de vive voix, juste, je dirais, pratiquement dans la salle des concerts où je vais tout à l'heure jouer du Beethoven. D'abord, merci pour avoir accepté mon invitation. Et j'ai toujours des très, très bons souvenirs de nos expériences communes d'entretien, des talks, les soi-disant talks récitals qu'on a fait en Italie, à la Villa Médicis, on a fait en France, ici en la région des Hautes-Mauriennes. On était à l'ONERA, donc le fameux centre de recherche aérospatiale. Et donc, voilà. Qu'est-ce que nous amène à parler? Donc, je vais juste introduire les sujets. Reda Benkiran, c'est un sociologue, un chercheur de la signification, et même dans les œuvres de Beethoven. C'est ça qui est étonnant. Et il a écrit, pratiquement, je suis l'un, je pense pas les seuls, mais l'un des rares qui a pu lire ton texte qui sera publié bientôt, autour justement de son expérience d'écoute et je dirais de vibration avec la fameuse sonate Hammer-Clavier, notamment de la fugue finale que je vais jouer dans les concerts pour le public. Donc, si tu peux, je te laisse la parole volontiers car je suis très curieux d'entendre, de savoir quelle est ton interprétation, ta vision de ces mécanismes infernaux qui est le Hammer-Clavier sonate. Tout d'abord, salut à toi, cher Giovanni, cher ami, cher maestro Bellucci. C'est un plaisir et un honneur toujours d'échanger avec toi. En fait, il m'est arrivé, donc, comme tu l'as mentionné, j'ai travaillé sur je suis sociologue de métier, anthropologue également, et j'ai travaillé depuis plus de 25 ans sur différents sujets liés aux sciences de la complexité, mais aussi à l'urbanité, à la radicalité, à la géopolitique. J'ai été engagé dans le processus d'approche humanitaire, de négociation de conflits, donc très très loin du monde de l'art. Et effectivement, mon dernier texte, ma dernière expérience de pensée et d'écriture, est consacré à la sonate de Beethoven, la 29e sonate pour piano, dite Hammer-Clavier. Et comment ne pas te remercier, parce que c'est toi qui tu m'as initié lors de notre première rencontre quand tu m'avais invité à la Villa Médicis en juin 2008, ça fait déjà plus de 12 ans. Et je me rappelle très très bien, tu voulais qu'on discute, qu'on échange autour du thème de la complexité. Je n'avais pas une instruction très importante en matière de musique. Je dois l'avouer, je le dirais comme Charles Baudelaire l'a dit Charles Baudelaire, poète, mais aussi grand critique musical, qui a fait un texte sur l'opéra Tannhäuser de Wagner en 1861. Il disait « Je ne sais pas la musique ». Et je suis moi-même, voilà, ce n'est pas une approche musicologique ou de spécialiste, mais je sens la musique. Je crois que tout à chacun peut, en tant qu'être humain, peut dire je sens. J'ai cette aptitude à sentir, à capter, parce que voilà, aussi la musique, c'est cette magie qui fait que par-delà, disons, la culture, l'érudition, etc., elle touche le domaine des émotions, etc. Et donc, nous avons eu cette expérience. Quand tu as joué à la Villa Médicis, la Hammer-Clavier, particulièrement après, tu avais joué le troisième mouvement, l'Adagio, très triste, très mélancolique, très doux, très beau,
que tout le monde perçoit, j'ai été personnellement terrassé par le dernier mouvement. Et là, j'ai senti ce que j'ai appelé une épiphanie. Mais quand je dis ça, comme une manifestation de quelque chose qui était surhumain, ou en tout cas, voilà, qu'on approchait un mystère. Et je me suis promis à ce moment-là, même si je n'avais pas une très grande connaissance du personnage Beethoven, ni de sa musique, hormis les thèmes universaux, les morceaux que l'on connaît tous, je n'avais pas une connaissance de sa vie, de son contexte historique, etc. Mais je m'étais promis de consacrer un temps d'écriture autour de cette œuvre. Et nous avons une deuxième rencontre en septembre 2014 et j'ai tenu ma promesse. Voilà, c'est pour moi très important d'avoir rempli cet engagement, de consacrer un temps de réflexion. Et c'est venu à une période de crise, de pandémie, à une période de crise sans précédent pour l'humanité. Nous sommes au bord d'un abîme. Le monde va très, très, très mal. Ce n'est pas une guerre mondiale, il n'y a pas de millions de morts, mais nous sommes dans une cumulation de crises chargées d'incertitudes, avec une crise politique, crise économique, etc. Et ce qui me frappe, c'est que quand on se penche dans le contexte historique de Beethoven, il y a des ressemblances entre les années 1810-1820 et nos années 2010-2020. Et donc, cette expérience de pensée et d'écriture s'est concentrée sur la sonate et sur Beethoven. Donc, voilà. Moi, je te remercie énormément d'avoir consacré un texte que je considère, ayant eu le privilège de le lire en avant-première, extrêmement intéressant. Mais intéressant dans la mesure où il n'indulge pas à une analyse d'un point de vue, je dirais, ni d'un musicologue et ni surtout même pas d'un mélomane. Moi, je considère que, Reda, tu as donné, surtout en choisissant la forme du dialogue entre deux personnages qui, naturellement, c'est comme tu es un peu comme Schumann. Tu sais que Robert Schumann, le grand compositeur, il s'est voyé partagé entre deux âmes, et donc une âme des rêveurs, etc., et une autre extrêmement passionnée, je dirais, de feu, quoi. Et je pense que la raison à cause de laquelle, moi, la première fois, j'avais été inspiré par l'idée d'être invité à la Villa Médicis, c'était à cause d'un texte autour de la complexité. Alors, la Hammerklavier, logiquement, c'est l'œuvre la plus complexe qui a jamais été composée pour le piano, probablement la plus complexe jusqu'à la dodécaphonie. Donc, ces mouvements techniques d'écriture musicale qui, je dirais, s'est imposé vers la moitié du XXe siècle. Et donc, on peut dire que pendant 2 siècles, la Hammerklavier a été probablement l'œuvre la plus ambitieuse au point de vue de la complexité jamais conçue pour l'instrument piano, clavier. Et je dois dire que le point de vue de départ, c'est-à-dire celui de voir la complexité de la société, finalement, représentée par une œuvre avant-gardiste d'un sourd, et qui, moi, j'ai appelé un peu une sorte de sonate technologique dans l'idée à la fois d'utiliser l'instrument musical le plus technologique de son temps, le piano, et en outre d'exploiter un langage hyper, je dirais, architecturé et qui semble plutôt une série de réactions en chaîne qui s'enchaînent, presque, je dirais, d'énergie qui, une fois déclenchées, n'appartiennent même plus à celui qui les a mis, qui les a créés, quoi. Donc, je vois Beethoven une sorte d'apprenti sorcier qui perd presque les contrôles, la maîtrise de son processus, et il observe lui-même étonné. Et je pense que, d'après les textes que j'ai lus,
tu as saisi un peu l'esprit d'étonnement que, pas que toi, je veux dire moi et tout le monde, à chaque fois, encore aujourd'hui, encore après très longtemps, après 2 siècles de sa composition, on ressent vis-à-vis de cette conception, je dirais, complètement désinhibée de la musique. Qu'est-ce que tu peux trouver un parallèle entre, je dirais, ton expérience dans la vision du monde actuel, du monde du passé, des cultures, je veux dire, transversales, etc. Je veux dire, je ne sais pas, Beethoven devient la devise de toute idéologie. Je ne suis pas pour ça. Mais qu'est-ce que tu peux nous fournir en tant qu'élément de réflexion à ce sujet? Ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que en temps de crise comme cette crise à l'échelle planétaire que nous vivons actuellement, l'homme d'art, l'homme qui va vers la création, ce que tu entreprends toi-même à travers ta démarche de partage et de jouer des grandes œuvres, aller vers l'art, vers la beauté, c'est aujourd'hui la seule manière je dirais, de résister aujourd'hui. Et déjà, ce n'est pas une idéologie, mais de dire que ce qui m'a touché chez Beethoven, c'est sa dimension d'homme ordinaire, d'un côté, et ce qu'il produit dans son génie musical. Le livre que je viens de terminer, donc cette expérience de pensée et d'écriture, elle est articulée, elle se présente comme un dialogue entre 2 amis chercheurs. On ne précise pas, ce sont des gens d'expérience qui sont entre différentes cultures, dans l'interdisciplinarité et qui sont aussi très au fait de la dureté des temps modernes et qui réfléchissent sur la vie de Beethoven. Et c'est un dialogue socratique, c'est-à-dire qu'à travers cet échange, on va se rendre compte que finalement, nous n'allons pas découvrir ou produire, mais qu'en fait, tout ce que nous avons déployé tout au long du livre, chacun de nous, toi, moi, le public, le futur lecteur, tous, nous savons. Simplement, nous sommes en train de faire la maïeutique, donc d'accoucher ce que nous dit Beethoven. Et moi, le défi de Beethoven, c'est que je le vois pas simplement du point de vue d'un musicien, mais pour moi, il m'aide à penser. C'est-à-dire que pour moi, Beethoven, c'est un penseur. Il se présentait lui-même comme Tondichter, poète des sons. C'est un poète, mais c'était aussi un penseur. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce dialogue, c'est qu'en fait, Beethoven, à travers sa propre vie, un homme qui a joué devant des empereurs et des rois et qui n'avait même pas les moyens, des fois, de sortir avec des chaussures qui n'étaient pas trouées. C'est-à-dire qu'il n'a jamais voulu être un homme de cour. C'est un homme qui a vécu dans des conditions difficiles, issu d'une famille à problème. Il a connu des problèmes de santé très graves, dont son handicap d'audition. Et en fait, ce que tout le monde dit, c'est que quand on analyse musicalement, cet handicap n'a pas eu d'impact négatif tant sur le plan musical, mais sur le plan social. Pour lui, ça l'a brisé. Et nous avons énormément de correspondances, de témoignages de Beethoven, ce qui fait que dans mon livre, le dialogue à 2 voix, il y a une 3e voix. C'est sa voix à lui, ce majestueux, ce tortueux, ce plus que poète Ludwig von Beethoven, qui nous parle, parce qu'à travers quelques extraits de sa correspondance, tout au long de ce dialogue socratique, finalement, il est là. Et je crois que ce qui est intéressant dans cette expérience de pensée, c'est que aujourd'hui, l'année 2020, c'est d'une part la célébration du 250e anniversaire de Beethoven. C'était parti en fanfare magnifiquement. Nous allions avoir un grand partage à l'échelle mondiale. Malheureusement, ça a été perturbé par un autre événement d'ampleur mondiale, le Covid-19, qui a, voilà, ce péril qui a mis voilà, qui a contrarié cette célébration que nous voulions aussi collective que possible. Mais en fait, ce que je montre, c'est que chez Beethoven, il y a toujours ce souci de la société de son temps. C'est un homme qui a fait sortir la musique en dehors. Je m'excuse, la musique classique occidentale est une grande musique, mais il y a aussi d'autres musiques classiques chinoises, indiennes, iraniennes, arabes, africaines, etc.
il y a d'autres musiques savantes aujourd'hui, nous avons le jazz. Mais ce qui est formidable chez Beethoven, c'est que c'est l'homme qui sort cette musique tout en respectant les formes du classique. Il bouscule à l'intérieur et il nous produit une œuvre d'une grande modernité. Clairement, quand on entend Beethoven, nous sommes en dehors de l'église, nous sommes en dehors du palais, nous sommes en dehors de la cour, nous sommes dans un monde où il n'y a plus de gens poudrés et en perruque. Il aimait se dire qu'il s'habillait de manière déboutonnée. Il y a dans sa musique, aussi dans la Mère Clavier, un aspect particulièrement dans le deuxième mouvement, spontané, déboutonné. Et c'est un homme qui est resté toujours à l'écart des pouvoirs et en même temps qui disait face à des princes qui l'ont, par exemple un prince qui était son ami et sponsor, il lui a dit prince, vous êtes des princes, il y en a eu des milliers, mais il n'y a eu qu'un seul Beethoven. C'est l'homme qui règne sur l'empire des sons, il le dit lui-même. Il occupe l'espace et chaque fois qu'il pose une œuvre, tout de suite, il définit un super espace en explorant les registres des extrêmes et c'est à partir de là qu'il développe son génie musical. Et c'est vraiment à travers les thèmes, alors le destin souvent, mais aussi l'amour de la destinée, aussi le rôle du hasard, comme on va voir dans le quatrième mouvement. Pour moi, c'est dynamique entre le destin, le hasard. Il donne à penser des problèmes contemporains. Et ce que j'ai montré, c'est qu'il peut nous aider à penser le fatalisme, l'adversité, l'incertitude, des expériences existentielles que nous vivons à l'heure actuelle. Et je suis particulièrement sensible au fait que tu as évoqué Socrate, étant donné que Beethoven, d'une façon un peu prétentieuse, disait que toujours ces deux modèles avaient été Socrate et Jésus. Et donc, c'est assez singulier, en tout cas, qu'entre ces deux modèles, vers, je dirais, la maturité, il a commencé à explorer le monde de l'hindouisme. Donc, son projet pas abouti, c'était celui d'écrire une grande œuvre sur le nirvana. Donc, un projet qui après a été abouti par le compositeur Hans von Bülow, qui était, je dirais, en relation étroite avec Liszt, qui avait été l'élève de Czerny, qui était l'élève de Beethoven. Donc, il y a une ligne directe de cette tradition pour la première fois, étant donné qu'à Vienne, Beethoven était très copain avec celui qui avait créé la première société d'hindouisme, association d'hindouisme à Vienne, donc en Europe, et s'intéressait énormément, par exemple, aux gammes du langage indien. Il s'intéressait aux concepts, je dirais, liés aux états de la matière, aux états de l'esprit, à la non-localisation. C'est ça qui m'a inspiré un peu aussi, plutôt que les Covid. C'est-à-dire que désormais, c'est devenu une espèce de mot. J'ai hâte déjà d'entendre la symphonie Covid. L'opus 19 de quelques compositeurs particulièrement malins. Mais il avait cette attirance vers les mystères de toute culture qui ne lui appartenait pas de son naissance. Comment tu expliques cela, étant donné que toi-même, tu es transversal, je veux dire, avec tes origines du Maroc, ta formation à Genève, ton activité, ta nationalité suisse, etc. Aussi, le fait que tu t'intéresses à la culture allemande à travers Beethoven, mais pas que ça, logiquement, la philosophie et tout. Et comment tu expliques cette attirance qu'il pouvait avoir envers les mystères de la culture hindouiste, par exemple? C'est un point très important sur lequel tu mets l'accent, c'est sur sa dimension humaine et sa qualité d'homme. Pour un homme du début du 19e siècle, s'intéresser à des cultures extra-européennes, étudier leur spiritualité, la philosophie indienne, mais aussi, disons, la mythologie, évidemment, la mythologie égyptienne, c'est faire preuve d'une ouverture d'esprit remarquable. C'est quelqu'un qui s'instruisait de lui-même. Il était passé rapidement à l'université à Bonn, mais ce n'est pas quelqu'un qui, je veux dire, à cette époque, seul, disons, des académiciens pouvaient prétendre maîtriser ces cultures extra-européennes. Et cette ouverture, il lisait énormément. Donc, pour lui-même, c'était quelque chose de vital pour son propre art et remarquable. Un autre point remarquable, c'est sa relation avec les femmes. On a présenté Beethoven comme un homme bourru.
comme un homme maladroit, brutal, etc. Quand vous lisez les correspondances, il a eu toute sa vie des amitiés fidèles. Et ces amitiés fidèles comptent de manière indifférenciée des hommes et des femmes qui ont été ses élèves, ses amis, qui l'ont accompagné. Et c'est ça aussi que je trouve remarquable, c'est sa relation avec vraiment une relation des échanges intellectuels, artistiques, de tout premier plan avec des femmes sans que jamais ne transparaisse le moindre, je ne sais pas, machisme ou quelque chose comme ça. Et ça aussi, dans mon livre, je le fais dialoguer, je fais des comparaisons parce qu'on a parlé aussi de l'héroïsme de Beethoven dans sa musique et on l'a comparé à l'Obermensch nietzschéen, le surhomme nietzschéen. Donc je fais des comparaisons avec Nietzsche. J'ai montré, et Wagner, etc. D'autant que Beethoven aussi, c'était un homme ouvert à toutes les cultures, mais il a voulu renforcer, c'était un nationaliste, mais pas un nationaliste chauvin. C'est-à-dire que même dans sa musique, il a voulu germaniser, disons, comment on appelle ça, le langage musical, allegro, adagio, etc. C'est pour ça, le nom Hammerklavier, c'est clairement, voilà, la volonté d'affirmer, disons, une culture germanique. Mais il le fait sans jamais montrer un regard suprémaciste ou racialiste ou xénophobe. Vous ne trouverez jamais, à aucun moment, même si on entend dans la musique de Beethoven des fois des marches militaires, etc., ce n'est jamais pour parler d'un sang pur ou impur ou de combattre un ennemi, c'est simplement pour galvaniser, parce que Vienne avait été assiégée par Napoléon. Et rappelle-toi, il voulait dédicacer déjà en 1803 sa symphonie numéro 3 à Napoléon, mais sachant que Napoléon devenait empereur, il disait finalement, c'est un homme comme les autres. Ah, si je m'y connaissais, Napoléon était en train d'envahir toute l'Europe, et il disait, ah, si je m'y connaissais en géopolitique comme en musique, je crois que je pourrais le défaire. Et finalement, c'était un grand admirateur de Napoléon, mais finalement, il a retitré sa symphonie Eroica. Je le compare avec Nietzsche. Vous pouvez prendre, malheureusement, on peut trouver chez d'autres grands penseurs allemands qui avaient une vision d'une renaissance culturelle, spirituelle de la culture allemande, ça pouvait prêter à des interprétations extrémistes. Hein. N'oublions pas que juste après ces mouvements-là de nationalisme, le XXe siècle, nous avons eu 2 guerres mondiales avec des millions de morts. Jamais vous ne pourrez prendre des citations que je pourrais citer de Nietzsche où il y a des énoncés qui renforcent disons, des interprétations qui aujourd'hui ravissent l'extrême droite. L'extrême droite d'aujourd'hui et d'hier. Mais jamais vous ne pourrez récupérer Beethoven dans ce type de récupération. Hitler a joué, il y a un chef d'orchestre qui avait joué l'œuvre de Beethoven face à Hitler, mais pareillement, le même chef d'orchestre a joué après la Seconde Guerre mondiale pour relancer le festival de Bayreuth, la même œuvre. Et vous avez aussi Barenboim qui joue le Diwan avec son orchestre israélo-palestinien. Mais on ne peut pas avoir une vision ethnocentriste, suprémaciste de Beethoven. Beethoven est un homme qui touche l'universel. Sa musique, les notes, le début de la cinquième symphonie que tu vas jouer tout à l'heure, c'est des notes que tout être humain qui a accès à la musique, à la télévision, à la radio ou à la musique écrite a entendu. Ça touche vraiment tout être humain. Donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il nous offre à la fois la vie d'un homme qui est face à des difficultés, à des problèmes de santé, qui a un idéalisme, qui refuse la compromission ou le marketing, ou disons, ce n'est pas un homme de cour, qui passe par toutes les difficultés et qui produit au final, à travers son héroïsme, non pas une vision de surhomme, mais d'un héros ordinaire, de résister et de se dépasser, de se surpasser, et pour produire voilà, quelque chose comme la sonate Hammerklavier. Écoute, vraiment, je suis très touché par ton travail et ton texte, car vraiment, c'est un livre que tout le monde peut absolument lire. Ce n'est pas, s'adresse, je veux dire, indifféremment aux musiciens, aux mélomanes, mais aussi aux gens qui n'ont
pas du tout une formation basée ou centrée sur l'art ou sur la musique en particulier. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et nous n'avons pas la possibilité, malheureusement, maintenant de lire des passages et tout, mais sans doute, je compte de revenir avec toi bientôt à ce sujet. Et j'espère vraiment que l'on puisse continuer moi, t'inspirer d'autres œuvres. Exactement. Non, de toute façon, on aura l'occasion de se retrouver. Tu vas jouer aujourd'hui le quatrième mouvement de la mer clavière, c'est bien ça? Exactement, oui, j'ai joué et donc je vais un peu faire hommage à cet entretien, étant donné que tu as évoqué déjà deux ou trois choses, le germanisme, la 5e symphonie, la Hammerklei, etc. Je vais essayer de faire tout ça un peu dans une sorte de séance où j'ai fait un parcours autour de la vie de Beethoven sur ses grandes œuvres ou petites œuvres les plus connues. Et donc, on va voir maintenant ce que ça va. Giovanni, j'ai juste un dernier point que je voudrais partager avec toi et avec ceux qui sont avec toi dans la salle, puisque tu vas jouer ce dernier mouvement. Moi, j'ai parlé de sonate de l'inouï, c'est-à-dire de ce qui est presque inaudible. Le fait que la surdité, l'handicap, je dirais, social dû à son audition de Beethoven, lui faisait aussi peut-être accéder à des nappes sonores qui me sont hors de portée, nous autres. Et quand je dis inouï, je pense que ce dernier mouvement, on a parlé de complexité, et je montre que, en fait, la complexité, l'autre versant de la complexité, c'est la perplexité. La perplexité de l'observateur. Wittgenstein disait « ce dont on ne peut parler, il faut le taire ». Maïmonide, qui a écrit le Guide des perplexes, mal traduit par égaré, travaille sur la notion de perplexité. Et il dit on ne peut parler, par exemple, de Dieu que de manière négative. On ne peut pas lui donner des attributs autres que négatifs. Donc, c'est, disons, la théologie apophatique. Et en fait, Beethoven, dans ce dernier moment, il exprime de manière, par des négations, voilà, ce au quoi on n'a pas accès, ce mystère. Il nous arrive au bord de l'abîme, il pense que la vérité réside non pas dans le ciel, mais au fond de l'abîme, et il nous donne à voir justement cette dimension de perplexité qui va ressortir dans ce dernier mouvement que tu vas jouer. J'espère que cette perplexité puisse se transformer, je dirais, en curiosité aussi, de découvrir ton livre bientôt. Pour les gens qui vont suivre ta démarche, tu as un site internet, etc. Donc, Reda Benkian, il est généreux, parfois il partage aussi des réflexions sur la société d'aujourd'hui dans son site internet. Donc, je te remercie énormément d'avoir enrichi je dirais, ce projet avec ta présence. Et j'espère qu'on se reparlera bientôt et que tu puisses aussi peut-être écouter les concerts que je vais donner pour le public présent en ton hommage, dans un certain sens, ainsi que celui de Beethoven. Donc. Merci beaucoup, cher ami. J'écouterai ce soir avec beaucoup d'attention et d'émotion à l'avance ton concert et je me réjouis de cet échange et j'espère que nous aurons l'occasion de poursuivre la conversation créatrice que tu avais initiée. C'est à toi que je dois cette découverte fondamentale et on aura l'occasion de poursuivre nos échanges à l'avenir. Avec grand plaisir. Alors. À bientôt, cher Reda. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Très bonne soirée. Merci. Merci. Papa. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.